Merci pour votre invitation. Alors, je vais essayer de répondre à cette question de l'impact de la e-santé sur la relation médecin-patient. Alors, les travaux qui ont été menés sur la relation médecin-patient s'accordent pratiquement tous pour reconnaître qu'il y a eu un changement radical de cette relation. Tous reconnaissent qu'il y a différents modèles de la relation médecin-patient qui correspondent à l'évolution de cette relation dans le temps. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de tous les modèles théoriques qui décrivent cette relation. Certains observateurs identifient 3 modèles, d'autres 4. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y a vraiment un consensus sur cette évolution. Donc, on a parlé d'abord d'un modèle paternaliste, où le médecin sait et agit au mieux des intérêts des patients et joue un rôle dominant dans la prise de position. Puis, en réaction au modèle paternaliste, un modèle de la décision partagée, où le médecin instaure un dialogue avec le patient pour qu'ils puissent prendre ensemble les décisions thérapeutiques. Puis le modèle de la décision informée, où le médecin fournit toutes les informations pertinentes pour que le patient puisse faire ses choix. Donc ça, ce sont les 3 principaux. Si la relation médecin-malade a fortement évolué, et avec elle les rôles respectifs des protagonistes de cette relation, c'est parce que les valeurs et les normes qui définissent ces rôles ont changé. Cette relation est marquée aujourd'hui par l'émergence d'un patient actif et acteur dans la prise en charge de ses problèmes sanitaires et la gestion de sa thérapie. Cette évolution s'inscrit dans l'avènement de ce qu'on a appelé la démocratie sanitaire, selon laquelle le patient a un pouvoir de décision et une aptitude à prendre en charge sa santé en tant que patient éclairé et informé, tout particulièrement dans le domaine des maladies chroniques. Cette information, ou plutôt le principe de cette information, a reçu une existence légale avec la loi du 4 mars 2002, qui dispose que chaque personne a le droit d'être informée sur son état de santé pour pouvoir prendre des décisions concernant sa santé. Cette nouvelle figure du patient s'est construite de manière progressive et sous l'effet conjugué de plusieurs phénomènes. La multiplication des associations de malades qui se sont développées autour de diverses maladies chroniques, la crise de la légitimité de la médecine qui a été favorisée par la survenue de scandales sanitaires, la tenue des états généraux de la santé, notamment du cancer, en 1998, où les associations de malades ont réaffirmé leurs revendications et notamment leur volonté d'accéder à une véritable information, et puis aussi l'importation des modèles anglo-saxons où l'accent est mis sur l'autonomie et la responsabilisation du patient. Malgré cette évolution, il existe des traces de l'ancienne relation, de sorte qu'aujourd'hui, on a de nouvelles normes qui coexistent et qui bousculent, sans les supplanter complètement, les normes anciennes. Il y a une tension aujourd'hui entre l'adhésion à la place qui est traditionnellement assignée aux patients dans la relation médecin-malade, avec une soumission à l'autorité médicale et une observance, et l'adhésion aux nouvelles valeurs édictées par la démocratie sanitaire autour de l'autonomie et la responsabilité. Les injonctions contemporaines qui sont faites aux patients sont parfois paradoxales, puisqu'il lui faut d'une part être pris en charge par un professionnel, et donc remettre son corps entre les mains d'un expert, et d'autre part s'autonomiser, c'est-à-dire gérer lui-même le plus possible sa vie, son corps, en particulier dans le domaine des maladies chroniques. Donc le patient se retrouve tiraillé entre des normes, des valeurs et des exigences contradictoires. Ces conduites et l'utilisation qu'il fait des technologies médicales résultent de cette tension entre adhésion au modèle du médecin comme figure d'autorité et adhésion au modèle du patient autonome, ce qui fait qu'il est parfois pris en étau entre ces injonctions contradictoires. De même, d'ailleurs, les médecins doivent à la fois exercer leurs privilèges thérapeutiques liés à leur position d'expert et reconnaître l'autonomie et le pouvoir de décision, ce qu'on appelle aussi l'empowerment du patient. Et ils sont aussi, donc les médecins, tiraillés entre des normes contraires. Malgré les déclarations sur la nécessaire information du malade, aujourd'hui, qui sont fondées soit sur des principes éthiques, philosophiques et politiques, selon lesquels informer le citoyen est une condition indispensable
au bon fonctionnement démocratique et participe du respect de son autonomie et de sa dignité, soit fondée sur une position plus pragmatique, selon laquelle l'information contribue à l'amélioration de la qualité des soins. Malgré ça, on s'aperçoit que cette information n'est pas toujours réalisée. Alors à cela, il existe diverses raisons. D'une part, du côté des médecins, la difficulté d'informer, mais aussi l'existence d'un certain nombre de préjugés sociaux concernant en particulier l'incapacité des patients à comprendre cette information. Et puis, du côté des malades, une certaine défiance et la peur du jugement qui entraîne parfois aussi une rétention d'informations de la part des patients à l'égard du médecin, comme j'ai pu l'observer lors d'une recherche de terrain dans des services d'oncologie. Donc on voit que les pratiques des médecins et des patients sont enchâssées dans des schémas culturels et sociaux qui les contraignent fortement. Alors, la e-santé dans tout ça. La e-santé, ça désigne tous les contenus et tous les développements numériques concernant la santé. Elle renvoie donc aux usages qui sont faits des technologies de l'information et de la communication en lien avec la santé. Je m'en tiendrai ici à deux aspects. L'usage par les patients d'Internet et l'usage d'objets connectés, qu'on appelle aussi l'Internet des objets. Et cela pour examiner la place que ces recours donnent aux patients dans la relation thérapeutique, dans la relation médecin-malade, et les conditions de son autonomie. Alors, quelles sont les raisons de la consultation d'Internet par les patients? Quelles sont les réactions des médecins et quels sont leurs effets sur la relation médecin-patient? Internet a joué un rôle important dans le champ de la santé en rendant l'information davantage disponible. La démocratie sanitaire s'est développée parallèlement à la démocratie numérique, puisque les revendications d'un pouvoir des malades et le développement de l'autonomie individuelle ont été associées à l'expansion d'Internet. Le recours des patients à Internet a beaucoup intéressé les sciences sociales parce qu'elles le considèrent aujourd'hui comme l'emblème de la démocratisation du savoir, dans la mesure où la diffusion de l'information relative à la santé sur Internet a permis justement une réappropriation des connaissances par les profanes. L'information recueillie sur Internet n'est évidemment pas issue des seuls sites professionnels. Elle regroupe à la fois les informations diffusées par des spécialistes, sur les sites de vulgarisation par exemple, validées ou non par les institutions de santé, et les informations transmises par d'autres internautes, notamment sur les forums de discussion. De ce point de vue, on ne peut pas parler du recours à Internet de façon monolithique, puisqu'il cumule le recours à des informations émanant de spécialistes et le recours à des témoignages ou des avis de profanes. Donc, consulter Internet recouvre donc des pratiques très hétérogènes qui répondent au désir de confronter divers points de vue, autrement dit de mobiliser le savoir académique ou professionnel et le savoir de l'expérience. La consultation d'Internet a divers objectifs. Ce peut être pour s'informer sur une pathologie, pour identifier un symptôme, son étiologie ou sa gravité, ou pour trouver une aide au diagnostic, ou bien encore pour s'informer sur un médicament ou sur les traitements disponibles. Sur ce point, un aspect important est la volonté des internautes de connaître les risques d'un médicament et de recueillir des avis ou de s'enquérir des éventuels méfaits d'un médicament auprès de ceux qui en ont déjà fait l'expérience, afin de trouver des avis sur l'efficacité à en attendre ou sur les précautions à prendre. La consultation d'Internet vise parfois à compléter, voire à remplacer l'avis d'un professionnel, médecin ou pharmacien, soit par pudeur, soit par commodité, ou encore pour multiplier les avis. La perception que les patients ont de la fiabilité de l'information recueillie est très variable. D'après une enquête de l'INSERM, 42% d'internautes grand public vérifient l'origine de l'information qu'ils obtiennent sur Internet. En fait, l'information est diversement appréciée, à la fois en fonction du site consulté et en fonction des individus et de leur histoire. Certains sont très circonspects face à l'information diffusée sur le web, tandis que d'autres lui attribuent le statut d'un avis ou d'une recommandation au même titre que l'avis que diffuserait un professionnel de santé.
D'autres accordent une importance particulière au fait qu'il puisse y avoir récurrence d'un avis ou concordance entre des témoignages, quelle que soit leur source. Dans ce cas, par exemple, un avis sera d'autant plus valable à leurs yeux qu'il est confirmé par un second avis, au point que 2 témoignages identiques commencent à faire preuve pour certains usagers. Qu'il s'agisse de 2 avis recueillis sur Internet ou d'un avis sur Internet coïncidant avec celui d'un médecin ou encore d'un témoignage de malade s'exprimant sur un forum recoupant l'expérience d'un proche. Donc on voit la grande variabilité des sources et de leur crédibilité. Le recours à Internet a un impact certain sur la relation médecin-malade. Alors certains se poseront la question de savoir si cet impact est positif ou négatif. Si l'on en croit ce que disent un certain nombre de médecins, cet impact serait délétère. Les médecins voient souvent d'un mauvais œil le recours des patients à Internet. Ils sont parfois légitimement inquiets devant l'incapacité de certains patients à faire la critique des sources de l'information recueillie, qui est parfois préjudiciable ou fausse. Un sociologue britannique explique les dangers d'Internet par l'indifférenciation de ses contenus aux yeux des usagers, et il montre que son architecture permet de passer par un simple clic d'un espace informatif à un espace marchand, et que ce serait ça qui poserait le plus grand problème. Alors, c'est vrai, l'analyse est juste, mais on conviendra quand même que le risque de ne pas toujours savoir discriminer entre discours informatifs et discours marchands existe également parfois pour les médecins confrontés à l'information massive diffusée par l'industrie pharmaceutique. Mais je voudrais pondérer l'inquiétude des médecins en faisant 2 commentaires. D'une part, les recherches sur Internet ne sont pas toujours faites de façon sauvage et désordonnée. Certains travaux montrent d'ailleurs que les usagers font généralement la différence entre l'information diffusée par des sites médicaux et celle qui est diffusée sur des forums de discussion. D'autre part, même si la qualité attribuée par le patient à une source d'information est parfois douteuse, les individus ont de toute façon, de tout temps, été insérés dans des réseaux de relations sociales. Les familles, des amis, des collègues, etc. À l'intérieur de ces réseaux, ils ont toujours cherché à obtenir des conseils. Et de ce point de vue, les forums de discussion ne sont pas autre chose, si ce n'est qu'ils permettent simplement la multiplication du nombre des avis recueillis. L'impact d'Internet sur la prise en charge peut être positif, dans la mesure où l'information récoltée en ligne est parfois discutée dans le cadre de la consultation médicale. Par ailleurs, certaines informations sont utiles et pertinentes. Je citerai à ce propos le cas d'une femme médecin qui a consulté un forum de discussion et qui, en lisant les témoignages des internautes, a découvert l'origine d'un symptôme que ressentait son mari et qu'elle-même ne s'expliquait pas. Et en l'occurrence, là, il s'agissait d'un problème de dysgeusie, c'est-à-dire d'un trouble du goût, qui était lié à une consommation alimentaire. Et cette femme a remercié le forum de lui avoir appris quelque chose. Ce qui montre que ces témoignages profanes peuvent aussi être des sources d'information pour les professionnels de santé. Cependant, de même que j'ai pondéré l'excès d'inquiétude que suscite l'usage d'Internet, de même il faut pondérer tout enthousiasme excessif, dans la mesure où la figure d'un patient capable d'une évaluation critique de l'information n'est pas représentative de l'ensemble des usagers. Internet ne fait parfois qu'amplifier les sources d'information de ceux qui ont déjà une posture critique à l'égard des doctrines médicales dominantes. Les inégalités de santé qu'on observe à différents niveaux dans le champ de la santé sont à l'œuvre ici aussi, dans la mesure où la constitution du savoir que permet Internet se fait au moyen d'outils matériels et cognitifs inégaux. S'agissant des conséquences que le recours à Internet peut avoir sur la relation thérapeutique, il y a en gros 2 attitudes possibles de la part du patient, en discuter avec le médecin et lui cacher. Et là où le bas blesse, c'est lorsque le recours à Internet est vécu comme un acte de transgression par certains patients qui naviguent avec le sentiment d'enfreindre un interdit et dissimulent leurs activités d'internaute à leur médecin. Or, ceci est parfois une réaction à l'attitude des professionnels de santé eux-mêmes qui montrent leur désapprobation vis-à-vis de ces recours à Internet.
qui voient le risque que leur avis soit mis en question, voire en doute. Alors que, d'après certains travaux, la consultation des sites santé sur Internet ne vise qu'à obtenir un complément d'information à la consultation médicale. Alors, avec l'émergence de l'Internet des objets, que devient la relation médecin-malade? Est-ce que ça la transforme et quel rôle ça implique pour l'usager? Alors, précisons tout de suite une chose, c'est que transformer la relation médecin-malade, ça peut vouloir dire la mettre en danger, mais ça peut vouloir dire aussi l'améliorer. D'une certaine manière, on pourrait dire des objets connectés ce qu'on a dit d'Internet, dans la mesure où, par l'intermédiaire de l'informatique, le patient a un outil qui lui donne accès à des informations qui lui permettent de gérer son mode de vie, son traitement ou sa maladie. On a vu qu'avec Internet, il s'agissait pour les individus de prendre un certain pouvoir sur sa santé par l'intermédiaire d'un accès à un savoir. De même, il s'agit ici, pour les individus, de s'approprier de nouvelles technologies dans l'objectif de gérer sa santé. De fait, les objets connectés sont une extension d'Internet, on pourrait même dire les rejetons d'Internet, et l'utilisation de ces objets peut être un moyen pour les individus de prendre en charge leur santé et d'exercer leur autonomie. Mais l'extension d'Internet à des objets physiques pose des questions nouvelles. D'abord parce que l'utilisation en est différente. Qu'il s'agisse de permettre à un individu de connaître, par exemple, sa consommation de glucides ou de mesurer sa tension, l'objectif n'est pas seulement d'obtenir une information, mais de mesurer son activité physiologique, utile à une bonne prise en charge médicale, ou bien d'apporter une aide immédiate à la vie quotidienne, à travers, par exemple, les choix alimentaires ou les choix médicamenteux. Ensuite, on a affaire à des objets non seulement aptes à modifier les habitudes des individus, habitudes de consommation, mode de vie, mais aussi davantage attachés au corps. Certains se présentent même comme des prolongements du corps, comme les bracelets, par exemple, munis de capteurs. Enfin, l'objectif n'est pas de diffuser ou d'échanger des informations sur une pathologie ou sur un médicament, ni des points de vue ou des témoignages sur l'expérience de la maladie, mais de recueillir des mesures et donc des données personnelles. Toutefois, la seule existence d'objets ne saurait modifier les normes. Ce n'est pas parce qu'il existe des objets connectés que les patients deviendront autonomes, mais c'est parce qu'ils sont désireux de prendre leur autonomie qu'ils pourront choisir d'utiliser ces objets. L'existence de ces objets, à elle seule, ne peut pas modifier les normes de conduite. Les transformations sociales ne résultent pas seulement de l'existence d'outils techniques, mais de l'usage que le patient en fait. Alors, ces usages, pour se risquer à une petite typologie, je dirais qu'il y a des usages actifs. D'abord, certains usages permettent aux patients d'adapter leur traitement ou de modifier leur habitude de vie, et cela peut être très positif. Par exemple, une étude fait mention d'un homme diabétique qui a mesuré pendant 2 ans son diabète et sa marche, et qui, en corrélant ces données, a pu réduire ses prises d'insuline en adaptant ses horaires de marche. Bon, là, on est dans une configuration de ce qu'on appelle le patient expert, où le patient ajoute son expertise à celle du médecin. Mais il y a également des usages passifs, où le malade n'est pas obligatoirement acteur, surtout s'il est seulement manipulateur d'un objet technique. Être autonome, c'est avoir une réflexion, une vision critique. Si on se réfère aux nombreux travaux sur l'autonomie, et je pense en particulier aux travaux du philosophe britannique Gillon, l'autonomie, c'est la capacité de penser, de décider et d'agir sur la base de cette pensée et de cette décision. Ce n'est pas le tout de recueillir des données. Qu'est-ce que les individus en font ensuite ? Si l'individu délègue l'entière responsabilité de la surveillance de soi à une machine ou à un objet, il y perdra son autonomie. Par exemple, si la surveillance alimentaire d'un diabétique par un objet connecté doit remplacer son apprentissage d'une bonne hygiène alimentaire, on ne voit pas où l'individu acquiert un quelconque rôle d'acteur de sa santé. Puisque, par exemple, prendre un repas riche
en aliments qui élèvent le taux du sucre dans le sang et ensuite indiquer à un objet, par exemple un bracelet connecté, ce qu'on a mangé pour savoir ensuite quel médicament ou quelle dose d'insuline on doit prendre, ça n'est pas vraiment une conduite préventive et en tout cas ce n'est pas un moyen d'assumer son autonomie et sa responsabilité dans le choix de sa consommation alimentaire. Vous m'excuserez d'avoir pris un exemple en diabétologie, là pas en cancérologie, il faut varier les plaisirs. Donc si c'est l'objet qui surveille l'individu à sa place, on n'a pas vraiment affaire à un patient autonome ni responsable. Et puis il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des usages non pas actifs ni passifs, mais captifs. C'est-à-dire que là, je fais allusion au fait que les données soient envoyées systématiquement sur l'ordinateur du médecin. Et si c'est le cas, cela n'est pas sans risque. Pourquoi ? Parce que cela peut désinvestir le sujet de son rôle d'acteur. L'objet connecté devient une chambre d'enregistrement de données que le médecin contrôlera seul. Le patient ne devient autonome que s'il a la possibilité d'exercer son autonomie. Or, envoyer systématiquement toutes les données au médecin qui contrôlera la conduite du patient, ce peut être vécu comme le fait de renouer avec une relation paternaliste où le patient se décharge de la responsabilité de ses comportements. Le patient peut être réticent à l'usage de cet objet parce qu'il peut craindre que le contrôle sur sa vie lui échappe. Il peut refuser que le médecin s'immisce dans l'espace domestique et qu'il sache tout ce que fait le patient. Même si la confiance dans son médecin, la question de la confiance est une question extrêmement complexe, le patient peut vouloir lui cacher certaines choses et certaines conduites. Et les patients ne veulent pas toujours tout révéler au médecin, ils ne veulent pas toujours que le médecin sache tout ce qu'ils font. Et là, j'en veux pour preuve les pratiques de dissimulation que les patients ont à l'égard parfois de leur médecin dans le cadre de la relation thérapeutique. D'ailleurs, des enquêtes relèvent que, actuellement, seulement un malade chronique sur 2 possédant un objet connecté partage les données avec son médecin. Donc, relier directement et systématiquement les objets connectés au terminal d'un médecin sans que le patient puisse choisir ce qu'il veut bien porter à sa connaissance est parfois vécu comme un fil à la patte, un fichage, toutes sortes d'expressions qu'on entend sur le terrain et qui traduisent la crainte concernant le non-respect de leur vie privée et de leurs données personnelles. Par conséquent, le fait qu'un individu puisse générer lui-même, avec cet outil, des données de santé n'est pas équivalent au fait d'avoir le pouvoir sur sa santé. L'utilisation d'objets connectés n'implique pas obligatoirement une authentique prise en charge de soi, un empowerment et une responsabilisation. Les objets connectés peuvent être une aide ou un obstacle à l'autonomie du patient. Donc ce n'est pas l'outil seul qui engendre une transformation de la relation médecin-patient, mais c'est la manière dont le patient investit cet outil et dont le médecin conçoit le rôle du patient face à cet outil. La part active que peuvent jouer les patients ne met pas en danger la relation, mais au contraire peut lui permettre d'évoluer de façon plus efficace encore vers le modèle de la décision partagée. Exercer son autonomie ne signifie pas se débarrasser du médecin, mais lui permettre d'entrer dans une relation plus collaborative et dans un partenariat. En revanche, si l'Internet des objets maintient le patient sous la dépendance du médecin ou sous la commande d'un objet, sans que le sujet puisse y exercer son autonomie ou sa responsabilité, l'e-santé n'aura aucun impact sur la relation médecin-malade. Au mieux, le patient y gagnera peut-être sur le plan sanitaire ce qu'il y perdra sur le plan social, et au pire, il y perdra sur les 2 tableaux. Donc je dirais pour conclure qu'il s'agisse des objets connectés ou du recours à Internet, la relation médecin-malade s'en trouvera modifiée en fonction des usages que le patient en fera, et elle ne s'en trouvera améliorée qu'en fonction de la manière dont il s'y investira. Merci.